Parfait. Merci beaucoup. Écoutez, je vous invite à demeurer, Anthony, avec nous et pour participer au panel. Pour notre panel, nous accueillons notre invité d'honneur, qui est un homme très inspirant, Dr. François Reeves. Le docteur François Reeves est cardiologue d'intervention au CHUM et à la Cité de la santé de Laval et professeur agrégé de médecine à la faculté de médecine à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il a été successivement chef des laboratoires de cathétérisme cardiaque de l'hôpital Notre-Dame, du CHUM et de la Cité de la santé et membre du comité directeur du Réseau québécois de la cardiologie tertiaire. Depuis 2010, en parallèle avec la cardiologie d'intervention, le Dr. Reeves consacre une partie de sa carrière à la cardiologie environnementale. Auteur de Prévenir l'infarctus, où il survive en 2007 et publié en 2011 Planète Cœur, santé cardiaque et environnement, qui introduit les concepts de cardiologie environnementale. La traduction anglaise de ce livre et sa mise à jour en 2014, Planet Heart, How an Unhealthy Environment Leads to Cardiac Disease, a été sélectionnée parmi les 3 finalistes du Lane Anderson Award en 2014, qui a été remis à la meilleure publication scientifique au Canada. Il dirige le comité santé-environnement de médecins francophones du Canada et depuis 2008, il parraine la journée de l'arbre de la santé dans les établissements de santé du Québec. Il est membre du comité conseil du ministre de l'Environnement du Québec dans le programme d'action contre les changements climatiques. Alors, Dr. Reeves a accepté d'être le panéliste qui va participer aux 3 panels de nos webinaires et donc d'assurer, si vous voulez, le fil conducteur entre nos webinaires. Alors, pour lancer la discussion du webinaire, j'ai une question pour vous que je vais vous lire et on pourra continuer la discussion là, avec des questions de participants par la suite. Alors, la question que j'ai pour vous, qualifiée de tueuse invisible par l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air est maintenant associée à plusieurs maladies. Certains liens causaux sont reconnus comme le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires, les pathologies respiratoires. D'autres sont en émergence dans la littérature scientifique, comme les liens entre la pollution de l'air et la démence, les retards cognitifs chez les enfants. Et tout récemment, l'hypothèse d'un lien avec la sévérité de la COVID-19 a été émise. En connaissons-nous suffisamment du point de vue scientifique pour devoir passer à l'action? Est-ce que cet enjeu est suffisamment connu et pris en considération par nos décideurs? Alors, pour débuter la réponse à cette question-là, je vais passer la parole à notre invité d'honneur puisqu'il n'a pas encore parlé et le connaissant, je suis sûre qu'il a très hâte de pouvoir se lancer dans le débat. Alors, Dr. François Reeves, à vous la Euh, parole. Merci beaucoup, Joanne, puis merci beaucoup du privilège d'avoir été invité au panel à la suite de ces excellentes présentations. Puis moi, ce dont je me réjouis particulièrement, c'est 2 choses. De voir à quel point la nouvelle génération est déjà en pleine action et de voir une collaboration plus grande encore entre les différents secteurs, à savoir que nous, les médecins, nous sommes des praticiens, mais on a besoin des fondamentalistes et les échanges avec les fondamentalistes, comme les brillantes présentations d'Anthony et de Mathieu, sont vraiment impressionnantes. Et de voir cette nouvelle génération de médecins qui prend à cœur l'environnement, comme Claudel et ses collègues, je trouve ça extrêmement rafraîchissant et extrêmement pertinent parce que, à mon avis, s'il y a une cause noble actuellement qui unit tout le monde, évidemment, à part la COVID, c'est la question des changements climatiques. Moi, la question que j'aimerais retourner mes 3 présentateurs, c'est que entre la cardiologie et le COVID, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, puis beaucoup de questions auxquelles on se pose. On sait, puis ça c'est universel, tous les centres de cardiologie ont observé une baisse très significative, massive du nombre d'infarctus, des consultations qu'on avait à l'urgence pour les infarctus, les syndromes coronariens aigus. Nos collègues en neurovasculaire ont également vu la même chose, une baisse massive du nombre d'AVC qui se présentaient. La première hypothèse qui a été vérifiée à la suite, c'est que les gens avaient tellement peur de venir à l'hôpital par crainte d'attraper la COVID, c'est, entre guillemets, ils enduraient leur infarctus à la maison. Ce qui fait que là, on a vu 2 choses augmenter, c'est le nombre de morts subites à domicile et aussi le nombre de complications tardives. Mais par ailleurs, on sait très bien que la pollution atmosphérique, qui ça a été bien présenté par Claudel au début, c'est responsable de 8 millions de décès prématurés chaque année et que de ces 8 millions de décès,
c'est environ, selon les études, entre 60 et 80 de cardiovasculaire. On sait que les pics de pollution sont des triggers à infarctus et AVC. Et moi, ce que je souhaite, et je lance la balle à nos chercheurs fondamentaux, parce que vous avez tous les outils à Santé Canada et au ministère de l'Environnement pour valider avec les bases de données. On sait qu'il y a une surmortalité due à la COVID, mais est-ce que le fait d'avoir baissé si abruptement de façon inattendue la pollution atmosphérique, est-ce que on a des études en cours pour valider la part de cette baisse de pollution versus le nombre d'événements coronariens auxquels on a assisté? Mathieu, est-ce que vous avez une réponse pour François? Oui, j'ai une sorte de réponse. Moi, je ne suis pas chercheur, mais j'ai plusieurs collègues qui étudient présentement cette question-là, à savoir quels ont été les changements au point de vue des incidences sanitaires là, liées aux événements de la COVID. Mais moi, comme je dis, je suis pas en recherche fondamentale. Mais pour revenir à l'approche que j'ai présentée donc avec notre outil ACBAT, on a des activités en cours pour essayer de déterminer donc quelle a été la différence d'impact justement liée au confinement, là, au changement de la qualité de l'air pendant le confinement. Mais comme Anthony a remarqué, très bien expliqué, on peut pas simplement comparer les semaines avant le confinement à la période de confinement pour savoir, OK, ça, c'est la différence d'exposition en temps et après ça, essayer de lier les impacts sanitaires. Alors, c'est quand même une méthode assez compliquée de modélisation cette fois-ci. Mais oui, c'est des activités en cours qu'on souhaite avoir des résultats quand même dans les prochains mois. Et pour la recherche fondamentale aussi, il faudrait que je parle à mes collègues là, qui sont des chercheurs, là, mais aussi, il y a tellement de choses à analyser ces temps-ci, reliées à la COVID aux effets sur la santé et à la pollution de l'air. Je pense pas qu'on va manquer de travail dans les prochaines années. Non. Non, c'est sûr. Hein? On est en train de faire une expérimentation collective avec cette COVID. Écoutez, je vais revenir à ma question initiale et puis je vais passer la parole à Claudel. Est-ce que cet enjeu de la pollution de l'air est suffisamment connu et pris en considération par les décideurs, mais aussi le grand public, peut-être même les médecins ou les professionnels de la santé? Ben, jamais assez, puis ça me fait penser, la façon que tu avais formulé la question la première fois me fait penser à une image qui a beaucoup circulé après les grandes conversations sur les sommets de Rio puis le développement durable. C'est un scientifique qui parle devant une salle remplie de gens, puis il finit par dire, tu sais, si finalement c'était toute une grosse conspiration, mais qu'on a juste créé un monde meilleur pour absolument rien. Puis ça me fait penser un peu à ça, tu sais, la pollution atmosphérique, on sait que c'est un problème, on n'en fait probablement pas assez, mais est-ce qu'il y a un problème à en faire plus? Absolument pas. Réduire la pollution atmosphérique, c'est améliorer la qualité de l'air, et même si on va... Oui, il y a des cibles qui sont émises, mais ces cibles-là, c'est souvent un peu le strict minimum. Fait qu'on pourrait aussi avoir plus d'ambition collective et dire, globalement, on améliore encore plus la qualité de l'air pour permettre à tout le monde de vivre dans un environnement qui est favorable. Il y a des chiffres qui sont perturbants. Tu sais, par exemple, l'année passée, avec l'équipe du Lancet, on a sorti des données canadiennes qui estimaient qu'à peu près un nouveau cas sur 4 d'asthme chez les enfants dans la région de Toronto était lié à la pollution atmosphérique. C'est un enfant sur 4 qui pourrait ne pas être diagnostiqué d'une maladie qui va porter pendant plusieurs années, qui va souvent nécessiter soit de l'absentéisme à l'école, des nuits moins performantes, des pompes qu'on pourrait éviter. Tu sais, c'est des choses, des gains qui sont faciles, qui demandent une gymnastique politique, mais qui sont à notre portée si on a l'ambition. Fait, au même titre que pour la lutte du changement climatique, je trouve qu'on n'en fait nettement pas assez, mais il y a besoin d'un bout, que ça bouge d'un point de vue législatif, gouvernemental, financier, et qu'on arrête de mettre de côté, qu'on arrête de prioriser la grande finance et l'économie, alors que finalement, c'est deux piliers qui reposent sur des êtres qui doivent être en bonne santé pour les faire fonctionner. Parfait, merci. Anthony, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter du côté du ministère de l'Environnement? Est-ce que c'est un enjeu important pour vous, la pollution de l'air? C'est certain que c'est un enjeu important pour nous.
la qualité de l'air, mais pour surenchérir à ce que ma collègue Claudel vient de mentionner, c'est qu'en fait, on observe au Québec, du moins, là, une diminution des principaux contaminants dans l'air, une diminution des concentrations des principaux contaminants dans l'air depuis une vingtaine d'années et même plus. Donc, il y a quand même un certain impact positif des politiques qui sont mises en place. Peut-être qu'on n'en fait pas assez, peut-être que ça ne diminue pas assez vite, mais il y a un impact positif, c'est certain pour l'instant. Je ne me souviens pas si vous vous souvenez de ma figure, mais la majorité des contaminants, là, leur concentration est en diminution. Il ne faut pas peut-être mélanger non plus. Là, moi, je parle des contaminants de l'air, mais je ne parle pas des quantités de CO2 émises là, qui sont en augmentation. C'est certain. C'est sûr que, enfin, comme on disait tout à l'heure, les sources sont les mêmes, souvent pollution de l'air et CO2. Là, donc, en travaillant sur un, on finit par travailler sur l'autre. Alors, je continue le panel avec une autre question pour vous. Les chercheurs rapportent que les niveaux de polluants atmosphériques peuvent varier d'un quartier à l'autre. Les gens résidant près d'une autoroute ou d'un boulevard congestionné sont souvent exposés à des niveaux plus élevés, de même que ceux qui doivent se déplacer matin et soir dans le trafic par rapport à ceux qui font du télétravail. Certains cardiologues envisagent de faire remplir un questionnaire à leurs patients pour évaluer leur niveau de risque en leur demandant, par exemple, s'ils demeurent près d'une autoroute ou boulevard congestionné pour évaluer leur niveau de risque. Paris lançait en 2019 une cartographie d'heure en heure des polluants de l'air avec une précision de 12,5 mètres. Ici, au Québec, est-ce qu'on est en mesure d'évaluer le risque sanitaire de chacun des résidents ou des patients pour mieux les protéger? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans la réponse? Je peux parler d'un point de vue, pas de la cartographie en tant que telle, mais ce que je sais, c'est que dans le cursus médical, c'est pas particulièrement abordé. Là. Il y a très peu d'intérêt qui est donné sur les enjeux de santé environnementale de façon globale. Là. Fait qu'actuellement, on ne forme pas, à mes yeux, les médecins, les futurs médecins, de façon à ce qu'ils soient prêts à faire face à la menace grandissante du fardeau climatique sur la santé des gens. Et ça inclut le fardeau de la pollution. C'est à peine mentionné. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement à questionner. Tranquillement, on intègre juste, par exemple, pendant les épisodes de smog estivaux ou les vagues de chaleur, on a des mécanismes, on apprend tranquillement à intégrer les questionnaires. Moi, je suis en première ligne, mais c'est pas quelque chose qui est fait au même titre que n'importe quel étudiant en médecine, en première année de médecine, est capable de savoir les 4-5 grandes questions à poser quand quelqu'un a des symptômes d'infarctus du myocarde. C'est pas intégré de la même façon. Puis ça, je pense que c'est une lacune dans notre formation parce que souvent, on dit en sciences, ce qu'on mesure pas, ben on le sait pas. Fait que si on se pose la question, ben on n'a pas la réponse. Puis je pense que ça doit changer dans le cursus médical pour qu'on forme des professionnels de la santé qui sont sensibles à ces enjeux-là et qui vont les chercher chez les patients et pas juste dans des cas de situations extrêmes où ce que c'est soit franchement évident ou le patient amène lui-même l'hypothèse. François, peut-être en tant que cardiologue, est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment équipé pour évaluer le niveau de risque de vos patients en cardiologie? En fait, je souscris tout à fait à ce que Claudel vient de dire. En fait, moi, lorsque je me suis intéressé à l'aspect environnemental de cardiologie, je l'ai fait par hasard par moi-même, à savoir que c'est des trucs qu'on ne m'a strictement pas expliqués sur les bancs d'école. C'est que du côté du Québec, la formation médicale, elle est très nord-américaine. Et l'Amérique du Nord, les États-Unis en particulier, c'est des mentalités plutôt de droite, à savoir de s'intéresser plus à ses besoins qu'à la collectivité. Et ce qu'on retrouve donc, c'est qu'il y a un focus énorme sur la génétique, ce qui est réel, sur les habitudes de vie, ce qui est aussi réel. Ça, c'est l'étude Framingham qui nous enseigne, qui a commencé en 1948 et qui a toujours cours. Puis ça a pris du temps avant qu'on voit à quel point les déterminants environnementaux sont importants. Puis en fait, c'est dans une quête personnelle que j'ai fini par embarquer de plein pied dans ce que j'appellerais la cardiologie environnementale. Pourquoi la cardiologie? Bien, parce que je suis cardiologue et je ne voulais pas m'embarquer dans des considérations pulmonaires ou neurologiques que je maîtrisais moins. Donc, et je me suis rendu compte que comment ça se fait qu'on ne m'a pas expliqué ça à la faculté de médecine? Parce que les facteurs de risque extérieurs, tout autant que l'obésité ou le tabagisme ou la sédentarité, bien, la question de la qualité du milieu, elle est importante. Peut-être qu'on se dit, bien,
qu'est-ce qu'un médecin tout seul peut faire dans son cabinet par rapport à un patient tout seul assis devant lui dans son cabinet, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça? Ben, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est justement ces échanges d'informations. C'est pour ça que ces données-là de l'Organisation mondiale de la santé, du Lancet, de Santé Canada, moi, je salue notamment l'étude, le rapport de 2019 que vous avez fait à Santé Canada, qui révélait, puis avec une méthodologie incroyable. C'est une étude de niveau MIT ou Harvard, ou même mieux qu'Harvard, parce qu'Harvard a été un petit peu décrié ces temps-ci. Mais cette étude-là, Santé Canada, je la cite à qui mieux mieux, à savoir c'est des données qui sont raisonnables, qui sont probantes et qui sont probablement sous la réalité, mais de 15 000 décès excédentaires et surtout 114 milliards de dollars de soins de santé annuels récurrents à cause de la pollution atmosphérique. Puis ça, c'est que, bien entendu, si quelqu'un fait un événement cardiovasculaire, qui est la première cause de mortalité de la pollution, c'est sûr que nous, en cardiologie, on est de plus en plus performants, puis on est capable d'amener tout le monde à 80-90 ans avec qui un défibrillateur, un stent, un pacemaker, des statines, 3-4 volages de valves, prochain check-up 110, comme disait Yvon Deschamps. Mais c'est que si on peut diminuer ces facteurs agresseurs, bien, ça fait une quantité de vie de qualité, c'est-à-dire quelle est la durée de vie en santé. Et la question de la pollution atmosphérique, ça touche dès le fœtus jusqu'au 3e âge et que ces données-là, le 114 milliards de dollars en soins de santé, ça montre qu'on est en train de pas seulement réparer les pots cassés, mais je pense que toute la population préférerait ne pas avoir besoin de moi. Je suis fin, je suis gentil, je suis un bon docteur, mais les gens préféraient ne pas avoir besoin d'un cardiologue. Puis c'est au niveau donc de la santé préventive, de la santé de première ligne, de la santé publique, de la qualité du milieu que les efforts doivent se faire. Puis c'est pour ça que je suis heureux de collaborer à des événements multidisciplinaires parce que c'est aux confins des sciences que bien souvent il y a le plus de fertilité, un peu comme tout ce qui s'appelle confins des régimes de vie. Alors, c'est des travaux que je salue, notamment le rapport de Santé Canada en 2019, qui fait un tableau absolument extraordinaire, bien fouillé, détaillé. Et c'est lorsqu'on amène ces données-là aux décideurs, à ceux qui font les règlements, ceux qui font les chèques. Maintenant, c'est mon orientation actuellement de parler à des ministres, à des dirigeants de compagnie, à des maires, pour faire en sorte que ces connaissances d'environnement, du ministère de l'Environnement, du ministère de la Santé soient accessibles clairement et qu'on démontre l'importance de l'enjeu. Puis c'est parce que ce n'est pas un enjeu seulement pour un an ou en dedans d'un mandat électoral, c'est toute une trajectoire de société qui s'impose. Je veux juste peut-être enchérir sur une chose que tu as dit, François, sur la mentalité médicale. Puis je pense que on le voit souvent, on remet le fardeau du changement à l'individu, alors que finalement, il y a quand même, du moins en santé, il y a plusieurs aspects qui disent que l'individu, lui, fait des choix, mais son environnement conditionne des choix aussi. Puis quand on regarde en santé publique, notamment, il y avait des données il y a des données assez intéressantes sur juste, par exemple, la quantité de restaurants, de malbouffe ou de fast-food là, dans les écoles, dans les quartiers plus de niveau socio-économique plus pauvre comparativement aux écoles dans des niveaux socio-économiques plus élevés. Puis évidemment, sans surprise, il y a plus de restaurants de fast-food dans les milieux environnements de niveau socio-économique plus bas. On voit des différences similaires dans l'offre alimentaire, dans les épiceries, dans les quartiers les plus pauvres. Il y a moins de fruits et légumes. On rentre dans l'épicerie, il y a souvent plus les produits surgelés ou modifiés. Fait, finalement, ce qu'on propose à l'individu est différent d'un quartier à l'autre, dépendamment si tu es riche ou tu es pauvre. Et on peut dire à un patient, fais de l'exercice physique, mange mieux, mais ces choix-là ne sont pas nécessairement des réels choix quand on regarde l'environnement. Puis je trouve ça dommage qu'on remette finalement le fardeau de la transition énergétique au niveau individuel, alors que finalement, il y a un niveau collectif, il y a une responsabilité globale qui devrait être beaucoup plus importante. Nos changements individuels peuvent nourrir des mouvements sociaux, peuvent engendrer certains changements, mais il y a une partie tellement plus importante qui devrait venir de la gouvernance. Là, je ne parle pas nécessairement juste du gouvernement, mais des différents mécanismes de gouvernance. Parce que, en tout cas, moi, je refuse qu'on remette le poids de la transition sur le dos des individus qui, souvent, ont les choix qui s'offrent à eux selon leur environnement. Si tu habites dans un quartier qui ne dessert pas de réseau en transport en commun, qui n'a pas de piste cyclable, où ton risque d'avoir un accident en vélo est beaucoup plus élevé parce que tu n'as pas de voie sécuritaire,
tu ne seras pas intéressé à faire du vélo, à utiliser ce moyen de transport-là plutôt que ta voiture individuellement. Fait, il y a beaucoup de choses qui doivent être changées dans nos aménagements, puis ça, ben, ça va au-delà de l'individu en tant que tel. Là. Oui, c'est tout à fait vrai. À Santé Urbanité, c'est ce qu'on essaie de démontrer, que l'aménagement urbain, finalement, conditionne les saines habitudes de vie et encourage collectivement les saines habitudes de vie quand on fait des pistes cyclables, par exemple, ou qu'on investit dans le transport en commun. J'ai ici un commentaire que je vais traduire en question là, pour Mathieu et Anthony. De Christian Riel-Roberge qui nous dit qu'une cartographie est en cours pour la Ville de Québec avec le projet Mon environnement, ma santé de la Direction de la santé publique de la capitale nationale. Une cartographie similaire a été faite à Montréal. La question de recherche pour Mon environnement, ma santé est entre autres de savoir s'il y a une différence de qualité de l'air entre les quartiers centraux versus la haute ville, qui peuvent expliquer en partie les écarts de santé par des analyses épidémiologiques, cumul de risques, exposition environnementale, justice environnementale. Est-ce que, Mathieu, il y a un projet semblable, Environnement Canada, de cartographier l'ensemble des villes canadiennes pour établir le niveau de risque des différents résidents de quartier? Je dirais qu'on a des projets d'études qui visent cet objectif-là sans avoir cette cartographie comme objectif ultime. Mais on a autant des gens de Santé Canada que des gens de Statistique Canada utilisent toute la richesse des données du recensement du Canada pour essayer de déterminer justement s'il y a des facteurs aggravants dans notre cas, on s'intéresse surtout à la pollution d'air, mais des facteurs aggravants qui, autant pour habiter à proximité des routes principales ou n'importe quel facteur qui augmenterait le stress chez un individu, qui pourrait après ça moduler sa réaction à une exposition à un polluant de l'air. Fait que oui, on a beaucoup d'activités. Personnellement, je travaille sur un projet où notre objectif est d'essayer de voir si, pour l'ensemble, c'est encore une fois une analyse nationale, où on regarde dans les différentes divisions de recensement si la population qui habite à proximité des grandes routes fait partie d'un groupe socio-économique, je veux dire inférieur ou supérieur, là, pas de manière, pas négativement, là, mais c'est donc à savoir quelle est la caractéristique socio-économique des groupes de la population qui habite près des grandes routes principales versus plus loin. Alors, on a essayé de déterminer, donc à l'intérieur de 100 mètres, est-ce qu'il y a une différence à l'intérieur de 200 mètres, 500 mètres? Et ça, c'est une première, si on veut, une première analyse là, qui, je souhaite, va mener à d'autres, mais qui essaie de déterminer justement quels sont les autres facteurs de risque économiques qui pourraient influencer l'impact de la pollution de l'air. On a une sous-question pour vous, Mathieu, de Didier d'Avignon, qui nous demande y a-t-il d'autres approches pour raffiner les données d'exposition au-delà d'essayer de créer des cartes statiques à fine échelle? Est-ce que ces cartes très localisées sont un bon prédicteur de l'exposition? Ou y aurait-il d'autres approches scientifiques? Mais bonjour Didier. On va se parler après, je pense. Je peux y penser, là. On collabore avec donc l'équipe de Didier ou ses collègues, du moins. Là. Nous, on a tendance à travailler, comme j'ai dit quelquefois, à l'échelle nationale. Là. À l'échelle locale, pour déterminer l'exposition, l'exposition individuelle demeure la chose la plus compliquée à obtenir. Si on l'obtient, habituellement, c'est un petit groupe de personnes. Souvent, on doit là, faire le compromis et évaluer l'exposition plutôt à une échelle régionale ou du moins, ouais, je dirais régionale, qui demeure possible si on veut estimer les impacts quand même pour une grande population. Mais non, je dirais que c'est pas mon domaine. Je dirais, Didier, tu pourrais pour répondre à cette question-là, je pense qu'il faudrait vraiment des chercheurs. Mais j'ai des collègues qui travaillent en exposition. Leur expertise, c'est l'exposition à la pollution. Donc, eux, c'est vraiment c'est beaucoup d'échantillonnage de terrain, mais ça demande tellement de temps et de ressources pour pouvoir accumuler des données d'exposition à fine échelle que par le temps qu'on finit souvent d'analyser les données, à toute fin pratique, on a pris une photo dans le temps. Et cette photo dans le temps, mais c'est difficile de savoir si
si elle est pertinente pour un secteur qui serait juste à côté de la zone d'études ou si elle demeure pertinente sur plusieurs années. Merci beaucoup, Mathieu. Je passe la question en fait à Anthony. Dans l'intervention de Christian Ariel-Roberge, on parle de la base ville de Québec, on parle de Montréal. Est-ce que vous avez des projets de cartographie pour les autres villes? Je pense à Laval, Sherbrooke. Ben, en fait, nous, on a participé au premier volet du projet MEMS, là, en fait, avec l'équipe de Christian. Là. Le premier volet du projet MEMS qui touchait un peu plus l'air extérieur. Donc, nous, on a participé en partageant nos données de qualité de l'air. On a aussi offert peut-être un support au niveau de l'installation de leurs différents postes d'échantillonnage. Là. Puis, à ce niveau-là, c'est certain qu'on a eu une participation. Mais d'autres projets par rapport à d'autres villes comme Laval, non, on n'en a pas présentement. Nous, en tout cas, mon équipe, c'est principalement de la qualité de l'air ambiant qu'on fait, puis pas nécessairement de la qualité de l'air à fine échelle. Mais je sais que de plus en plus, on voit dans la littérature, mais on voit se développer des capteurs de la qualité de l'air plutôt que des instruments de référence certifiés. Donc, avec des capteurs de qualité de l'air, ça permet justement de réduire peut-être les coûts du suivi. Ça permet à des gens qui étaient peut-être moins accoutumés à faire de la surveillance de qualité de l'air, de s'acheter un petit capteur puis de faire une petite analyse chez eux, puis de peut-être être un peu plus conscient de tout ce qui est de la problématique de la qualité de l'air chez eux. Mais au ministère, non, présentement, on n'a pas comme plan de cartographie, du moins dans notre équipe, à l'échelle plus fine, la qualité de l'air dans différentes villes. Merci, Anthony. J'aurais une autre question pour nos panélistes. On a pu lire dans les journaux récemment que la pollution de l'air tue plus que le tabac. Dans les pays à revenus élevés comme le Canada, la pollution de l'air est associée à 33 des maladies cardiovasculaires, 16 des maladies pulmonaires associatives chroniques, 12 des infections des voies respiratoires inférieures, 8 des cancers des voies respiratoires. On l'a appris tout à l'heure, responsable d'environ 4 000 décès prématurés par année au Québec. Là, c'est quand même 11 fois plus que les accidents routiers en 2019. Selon l'OCDE, le tiers des Canadiens vivent dans des zones où les concentrations de particules fines et ou d'ozone dépassent les normes nationales de la qualité de l'air, principalement dans des villes de l'Ontario ou du Québec. Quelles sont, d'après vous, les actions que l'on devrait entreprendre pour protéger la santé de la population? Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer, un ou une qui veut se lancer dans la réponse? Écoute, j'ai élaboré quelques pistes de solutions, mais je pense que de façon urgente, il faut arrêter un petit peu de niaiser avec l'atteinte de nos cibles climatiques. Là. Si on veut limiter le réchauffement climatique, et moi je le lie intimement à la pollution de l'air, là, mais si on veut améliorer globalement les conditions dans lesquelles on vit, il faut respecter les cibles climatiques qui sont le juste minimum. L'accord de Paris, idéalement, on limiterait à 1,5 degré. L'accord de Paris nous dit en dessous du 2 degrés, si possible, le plus possible en dessous du 2 degrés, mais on n'est déjà pas sur cette trajectoire-là. On ne peut plus naviguer entre oui, ben on protège ci, on protège ça ou non, ben, en protégeant, en essayant de justifier des nouveaux projets d'exploitation, de la construction de nouveaux oléoducs, des projets qui vont tirer de la fracturation hydraulique, je pense à GNL Saguenay. C'est pas des projets qui vont dans la direction d'une lutte efficace et ambitieuse contre les changements climatiques. La réduction de l'émission de la combustion des gaz à effet de serre, des énergies fossiles est vraiment la direction dans laquelle il faut aller. Puis après, ben, il y a différentes façons de le faire. On peut arrêter d'investir dans les projets qui sont à l'encontre de ça. On a un petit peu deux façons d'agir. On peut agir en mitigation ou en adaptation. Les deux sont essentiels. On ne peut pas juste essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Celles qui sont déjà dans l'atmosphère vont avoir des impacts délétères dans les prochaines années. Même si du jour au lendemain, on arrêtait de produire et d'utiliser tout le charbon qui existe, on aurait quand même des impacts. Donc, on n'a pas le choix d'investir en adaptation. Puis, dans une des mesures qui est les plus prometteuses en adaptation, mais il y a toute la question d'aménagement urbain et de verdissement. Les arbres, et quand on dit les arbres, c'est une façon de parler, mais toutes les infrastructures vertes ont un potentiel incroyable de réduire la température dans nos villes, de capter les polluants, de favoriser des environnements qui diminuent la criminalité, qui brisent l'isolement social, qui améliorent plusieurs conditions de santé. Et ça, en ce moment, on n'a pas une réponse gouvernementale qui
qui est à la hauteur du problème. Donc, c'est des trucs qui sont relativement, comme le verdissement, facile à faire. Maintenant, ben, il faut qu'on pousse nos décideurs pour qu'il y ait la redevabilité qu'ils devraient avoir. Merci, Claudel. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse à proposer? Oui, deux aspects. Je reviens quelques secondes sur la dynamique de la cartographie de la pollution selon l'endroit où on vit. Et moi, je trouve l'étude la plus complète qui a été faite là-dessus, c'est la série d'études qu'on appelle CanCheck, où on a combiné les données au sol, les données démographiques des Canadiens, les données satellitaires pour lisser les disparités. Et dans CanCheck, ça documentait notamment que si vous viviez à moins de 200 pieds d'une voie routière polluée, vous aviez jusqu'à 20 à 25 plus de mortalité, principalement due aux constituants polluants, surtout NO2, SO2 et les particules fines. Concernant le message pour la réduction, la cible qui me semble, moi, parce qu'il y a une question de qu'est-ce que c'est qu'on peut faire tout de suite ou à moyen terme ou à long terme. La reconfiguration des villes, surtout dans le contexte montréalais où ça prend 25 ans avant de construire un hôpital, où ça prend 40 ans avant de finir un stade qui n'a toujours pas de toit, où ça prend 40 ans. En tout cas, bref, la dynamique de construction la dynamique de construction dans Montréal est tellement pénible que je trouve que la première source, c'est la question des transports. Et puis, comme on sait que 42 des GES au Québec sont émis par le transport routier, puis que les véhicules, ça change continuellement, d'avoir une législation beaucoup plus robuste pour baisser la quantité de pétrole utilisé par voiture, que ce soit des voitures hybrides, des hybrides rechargeables ou tout électriques, mais de faire en sorte de baisser massivement sur tous ces véhicules-là. D'ailleurs, le seul secteur au Québec qui a été délinquant dans la baisse des GES, c'est le secteur du transport. Les statistiques, on les voyait défiler continuellement au ministère de l'Environnement lorsque j'étais membre du PAC et ensuite du PEC, c'est que les autres secteurs ont réussi à juguler justement et à baisser. Le seul mauvais élève, c'était la question des transports. Et là, il y a tout un argumentaire qui se fait autour de ça, mais c'est entendu qu'on a actuellement les moyens techniques pour diminuer de beaucoup les émissions de chacun de ces véhicules-là. C'est-à-dire que le gros diesel, sans rien d'autre, c'est une absurdité en 2020. Il y a aussi tous les autres aspects, quelle que soit la façon, mais c'est de baisser dans notre individualité. Comment est-ce que moi, je peux baisser la quantité de GES tout en que ce soit profitable? Alors, si pour certains, c'est le vélo, ce sera le vélo. Si certains, c'est le métro, ce sera le métro. Si certains, c'est une voiture hybride rechargeable ou une électrique. Mais la somme de tous ces gestes-là, lorsqu'on se concentre là-dessus, c'est ça qui peut amener globalement un changement. Puis, concernant maintenant les questions des transports actifs et collectifs, moi, je m'ennuie toujours des villes européennes où c'est tellement simple et bien conçu, alors que les villes nord-américaines ont des modèles plutôt pénibles. À mon avis, par exemple, Montréal devrait avoir 4-5 fois plus de stations de métro au moment où on se parle. Puis il y a eu tellement de gaspillage dans toutes sortes d'infrastructures qu'on n'a pas investi à niveau pour un transport en commun de qualité et efficace. Mais c'est ces choses-là qu'il faut vraiment développer. Les pistes de vélo, je suis à 100% contre depuis toujours, sauf que quand on parle des pistes de vélo suédoises ou autrichiennes par rapport à ce qui se fait à Montréal, j'ai l'impression qu'il y a des incohérences. L'idée de base, elle est bonne, mais c'est la réalisation qui rend vraiment le projet difficile pour tout le monde. Mais toutes ces mesures-là doivent aller dans le même sens et c'est toutes des choses qui sont à portée de la main. Merci François. Est-ce que Mathieu ou Anthony, vous voulez ajouter un commentaire ou un élément de réponse au débat? Oui, certainement. En fait, mais comme je vous ai présenté dans ma présentation, la COVID, ça a été un laboratoire qui nous a permis de voir à quel point la réduction de tout ce qui est combustion de combustibles fossiles par les véhicules, on a vu une diminution de 50% du trafic routier, puis ça a mené à 40% de diminution des NO2. Donc, on voit vraiment que ce type de politique-là qui s'attaque au nerf du problème, l'émission du transport, en fait, ça fonctionne. Je pense qu'il faut juste prendre ces données-là qui sont probantes. Il faudrait que nos décideurs les utilisent puis les exploitent davantage parce que nos données démontrent que ça fonctionne. C'était simplement mon point. Merci Anthony. Mathieu? Je vais peut-être juste ajouter que
Ici, on a, mais je pense que beaucoup de ministères ont été coupables de ça, c'est de travailler en silo où on avait des groupes qui travaillaient sur les gaz à effet de serre, d'autres groupes qui travaillaient sur les polluants juste simplement toxiques. Mais là, je pense qu'il y a je pense qu'il y a comme une tendance là, vers une combinaison des deux, puis plus de collaboration entre les groupes pour éviter peut-être certains effets néfastes là, de certaines réglementations du passé. Je pense juste pour les véhicules, par exemple, puis Dr. Reeves a mentionné pour les diesels, mais il y a plusieurs années, en Europe, ça a été le cas, la promotion du diesel était pour réduire les gaz à effet de serre, en étant un moteur qui est plus efficace à ce point de vue-là. On en a fait la promotion. Malheureusement, ces moteurs diesel-là sont responsables d'émissions de particules, entre autres, et de dioxyde d'azote beaucoup plus élevées que les moteurs à essence. Et donc, c'est essayer de trouver l'espèce de combinaison idéale de réglementation pour avoir des gains autant sur les polluants atmosphériques que sur les gaz à effet de serre. Et même pour les véhicules à essence, ici même au Canada, où on a vu depuis plusieurs années, il y a l'arrivée des moteurs à essence à injection directe. Ils sont très communs de nos jours. Ils n'ont pas le même profil d'émission que les véhicules à essence du passé. Ils sont plus efficaces en termes de consommation de carburant, et donc plus efficaces en menant à une réduction des gaz à effet de serre, sauf qu'ils émettent un autre petit paquet de polluants, dont les particules ultrafines et les particules fines, supérieures aux technologies standards. Donc, c'est de faire attention puis essayer de coordonner toutes les réglementations pour faire en sorte qu'il y ait des gains à tous les niveaux. Parfait. On voit très bien qu'il faut associer médecine, environnement, économie, puis travailler tout le monde ensemble. J'ai une question de Sébastien Bruno et qui a une question suite à tout cela. Comment peut-on pousser les politiques à prendre, ou peut-être les politiciens à prendre des mesures dans le bon sens vis-à-vis des problématiques environnementales? Nous sommes d'accord qu'il y a une prise de conscience globale dans le monde sur ces problématiques et qu'il faut agir, mais comment faire monter cela au niveau politique pour qu'il y ait des actions concrètes? Quelqu'un a une idée? C'est une question hyper complexe parce que la création d'un changement social n'est pas facile, mais je pense qu'on est en train de construire un momentum, puis il ne faut pas relâcher la pression sur les décideurs. Il faut surtout voter quand on a la possibilité de voter, mais au-delà des moments d'élection, faire entendre notre voix, solliciter des appels. Je pense qu'il y a un consensus social de plus en plus grand sur les enjeux environnementaux. Mais je prends l'exemple très concret au Québec où on a présentement un BAP sur le projet GNL Saguenay. C'est possible pour les citoyens de s'exprimer sur leurs préoccupations, leurs inquiétudes, les questions supplémentaires qu'ils veulent avoir. C'est des avenues qui sont faisables, qui sont c'est des formes d'exercice de pouvoir citoyen qu'on peut faire un peu plus régulièrement que le vote une fois aux 4 ans. Oui, il faut en parler à nos entourages. Je pense qu'il faut aussi s'éduquer, s'informer, puis aller chercher des sources d'informations qui sont fiables, qui sont bien documentées pour être capable d'avoir un argument de qualité. Puis une des choses que je trouve qui a manqué beaucoup dans les dernières années, puis on change un petit peu tout ça, mais la modélisation environnementale qui inclut la santé, on n'en fait pas beaucoup. On le fait de façon par exemple avec la pollution atmosphérique, mais il y a beaucoup d'externalités autres qu'on ne considère pas. Puis je pense qu'il y a des avantages. Puis je ne suis pas modéliste, je ne suis pas économiste, c'est vraiment pas ma formation. Fait que comment le faire? Je renverrai la question à quelqu'un d'autre. Mais quand il y a quelques années, en fait, c'était très marquant, l'Organisation mondiale de la santé avait fait une analyse des modèles qui étaient proposés dans les cadres des conférences des parties, là, un petit peu avant Copenhague, qui fut un échec, mais et la santé est intégrée seulement dans un des 13 modèles qui étaient mis de l'avant. Il y a un manque à ce niveau-là, puis comme je le mentionnais, ce qu'on ne mesure pas, on ne le sait pas. Fait que je pense que c'est juste pour appuyer des données scientifiques, des politiques qui sont basées sur les faits, qui sont basées sur la science, qui sont porteuses. Il faut mesurer, puis ça inclut d'intégrer beaucoup plus la santé dans nos analyses de différentes façons. Oui, effectivement. Puis aussi, on en parlait tout à l'heure, il y a les financeurs de ces infrastructures polluantes.
qu'il faudrait peut-être interpeller. Je sais qu'il y a un organisme qui entend proposer des propositions d'actionnaires aux assemblées générales de banques pour leur demander de dévoiler les investissements qu'ils font qui ne rencontrent pas les accords de Paris. Enfin, l'accord de Paris, je devrais dire. Donc, il y a peut-être pas nécessairement seulement du côté politicien qu'il faudrait intervenir. Est-ce que nos autres panélistes auraient des suggestions, des idées, des solutions à proposer? Ben, en fait, ça résume pas mal le contenu de tout ça. C'est pour faire avancer la question de la cause environnementale, il faut parler aux politiciens des humains au milieu de ça. C'est-à-dire que dans l'environnement, on ne peut pas séparer l'environnement, l'eau polaire, la banquise, puis nous, notre quotidien, notre urbanité. C'est toujours de remettre continuellement l'homme au milieu de l'environnement parce qu'un ours polaire, ça ne vote pas, mais un humain, ça vote. L'autre chose aussi, c'est qu'à mon avis, ce qui va faire aller plus vite encore que tout ce que l'OMS, au moins, fait depuis au moins 25 ans avec les meilleurs épidémiologistes de sensibiliser la question de la santé humaine et de la pollution atmosphérique, c'est les événements qui frappent au premier degré. Puis moi, je dirais que trois choses qui sont en train vraiment de changer la donne, ou ce qu'on appelle des game changers chez les Sud-Coréens, c'est les incendies massifs qui se développent un peu partout, Australie, Colombie-Britannique, Californie nominalement, les sécheresses monumentales qui entraînent des crises migratoires épouvantables, les ouragans, vous regardez actuellement la carte au-dessus de l'Atlantique, c'est un derrière l'autre, et enfin la question des inondations. Donc, c'est qu'on arrête de parler des changements climatiques du niveau d'eau en 2100. Honnêtement, je connais personne, moi, qui se préoccupe du niveau d'eau en 2100. Mais par contre, les changements climatiques, on a carrément les deux pieds dedans. Parlez-en aux résidents de McMurray, parlez-en aux résidents de la Californie, parlez-en aux gens de Gatineau lors des inondations. Ces événements-là sont associés à l'ensemble des changements climatiques. C'est ça qui va vraiment le plus faire réagir les gens à cause que l'humain est préoccupé par le premier degré. On dit toujours, c'est d'où venons-nous, qui sommes-nous et qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir. Donc, c'est toujours de cette façon-là de faire comprendre l'impact immédiat qui est bien là. Nos amis du ministère de l'Environnement et du ministère de la Santé nous l'ont bien démontré. Et il faut qu'on se le diffuser parce que c'est un événement qui est plus éthéré. Je pense aussi que peut-être la question de la COVID a amené beaucoup de réflexions, mais notamment pour comprendre des situations à grande échelle, comme on le retrouve dans la pollution atmosphérique. Alors là, c'est rendu, tout le monde est rendu épidémiologiste à regarder certains fils Facebook. Tout le monde est un expert en épidémiologie, mais au moins, ça a permis de faire comprendre des données de santé publique puis de réintroduire l'importance de la santé publique. Tant que ça va bien, on dirait que ça sert à rien, mais quand ça va pas, ben là, tout à coup, ça devient important. Je ne sais pas, je fais la comparaison avec un lave-vaisselle dans une maison. Tant qu'il marche, personne n'en parle, mais c'est le jour qu'il a arrêté que tout à coup, là, la situation vient de changer. Parfait. Merci François. Mathieu, je vois que votre micro est ouvert. Vous côtoyez peut-être plus les politiciens que nous dans le grand public. Est-ce que vous avez une suggestion ou une proposition à nous faire? Non, je pense pas que j'ai de proposition pour convaincre les politiciens. Je pense qu'ils sont capables de se convaincre eux-mêmes. Mais nous, je pense que nous, un des grands défis, puis, on l'a mentionné, c'est vraiment de la communication de nos résultats ou de nos observations. Je pense qu'en tant que scientifique, on est capable de communiquer à d'autres scientifiques. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de communiquer au grand public et d'aller vraiment les chercher avec de l'information qui est pertinente pour elles. Comme le Dr. Reeves a dit, je pense que parler du niveau d'eau en 2100, c'est pas là qu'on va aller vraiment chercher monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde. Alors, c'est d'essayer à partir de nos analyses, développer des produits de communication qui vont vraiment atteindre un auditoire beaucoup plus vaste que la communauté scientifique, qui, elle, devrait être convaincue déjà des effets néfastes des changements climatiques et de la pollution de l'air. Alors, je pense que c'est un des plus gros défis, nous, c'est d'essayer d'augmenter notre auditoire puis de développer des produits là, qu'on peut distribuer sur différentes plateformes. Ça, c'est un défi auquel on travaille activement là, à l'heure actuelle, mais c'est quand même un défi de taille parce qu'on n'est pas des communicateurs. C'est pas notre spécialité de communiquer ces résultats-là.
Est-ce que, Anthony, du côté Oui, du Québec, vous avez le même défi? oui, en fait, c'est ça, j'aborde un peu dans le même sens que mon collègue, M. Rouleau. En fait, nous, on a beaucoup de données, de rapports scientifiques très techniques qu'on diffuse, mais tout ce qui concerne un peu la vulgarisation, ce qui concerne la communication au public, oui, on a un mandat de diffusion, mais ce n'est pas nécessairement la diffusion qui va être adaptée à un auditoire plus large. Puis aussi, au niveau de notre formation, moi, je suis chimiste, mais je pense que la formation en sciences en général, on n'est pas vraiment formé à communiquer nos résultats, à les vulgariser à comme pourraient l'être, par exemple, des professeurs, peu importe. Fait que je pense vraiment que ça, c'est une lacune qu'on a, puis il faut qu'on continue de travailler. Je sais que là, nous, on essaye un petit peu, on a pris cette tendance-là de produire des documents un peu plus vulgarisés, moins techniques, avec des informations plus concises, mais je pense vraiment qu'il faut continuer d'aller dans ce sens-là. Parfait, merci beaucoup. On va passer à la prochaine question et probablement la dernière parce que le temps file. Alors, zéro diesel à Paris en 2024, zéro essence à Paris en 2030, opposition de Genève à une décision cantonale de transport en évoquant les effets de la pollution de l'air sur la population, Zurich en tête de liste pour ses efforts de réduction de la pollution de l'air. Plusieurs villes, même parmi les moins polluées d'Europe, semblent agir. Elles ont un plan d'urgence lors des dépassements de seuil, information de la population, limitation de la vitesse, circulation alternée, transport en commun gratuit, circulation interdite. Ici, au Québec, on veut prolonger la 19 à Montréal, la capitale et la Laurentienne à Québec. Le gouvernement du Québec souhaite la construction d'un troisième lien routier et on ne fait qu'informer les citoyens lors des dépassements de seuil. Est-ce qu'on est négligent? Est-ce qu'on devrait être plus proactif? Je me souviens que Dr Perron, lors de notre dernière conférence, suggérait d'arrêter l'annonce commerciale de véhicules VUS, le grand consommateur d'essence. Comment est-ce qu'on peut arriver à renverser la culture de l'automobile très ancrée au sein de notre population pour les transports collectifs et actifs? Alors, est-ce qu'il y en a un parmi vous ou une qui désire se lancer? Ben, j'ai toujours l'impression de prendre la parole en premier, mais c'est une grande question. Puis je pense qu'encore une fois, les comportements des gens se modèlent en fonction de ce qu'on leur offre dans leur environnement. Des offres de transport interrégionales accessibles. OK, bon, la construction des villes, l'Europe est beaucoup plus dense, mais c'est facile de se promener d'une ville en Europe. Moi, je prends l'exemple, je viens de Gatineau, j'habite Montréal. Au début de mes études, je faisais la route quand même régulièrement, souvent Montréal-Gatineau pour aller chez mes parents. Je devais passer par Ottawa. Il n'y a pas de lien qui relie Montréal et Gatineau, alors que Gatineau est la quatrième plus grande ville au Québec. On a quand même la difficulté en termes de mobilité d'offrir des options de transport qui relient nos différentes villes au Québec. En Europe, c'est relativement facile de prendre un train, de changer de ville, d'arriver dans la ville. Tu es dans la gare, tu es au milieu de la ville, tu prends l'autobus, tu marches. La gare d'Ottawa n'est même pas située au centre-ville. Bon, à Montréal, on fait un peu mieux, mais il y a un besoin d'offrir des infrastructures de transport en commun qui sont efficaces pour le déplacement des gens, mais qui permettent, qui donnent le goût de le faire aussi. François le mentionnait tantôt, il y a encore juste 4 lignes de métro à Montréal, alors que le plan prévoyait à peu près une dizaine de lignes. On s'ostine à construire une station de métro, on parle d'un projet de ligne rose. Est-ce qu'il va voir le jour? Je ne sais pas. Il y a des transports à Montréal qui sont des déserts. Il y a des endroits à Montréal qui sont des déserts de transport collectif où il y a un besoin de réaménager un petit peu nos environnements pour retourner vers des communautés où c'est plus simple de se déplacer, mais aussi que la communauté se soutient elle-même ou que dans un environnement près de chez vous, c'est possible de mener un cycle de vie qui est relativement normal, d'aller à l'épicerie, d'aller faire ses courses, d'aller magasiner sans avoir besoin de l'utilisation de l'auto. C'est pas normal qu'il y ait certains axes routiers dans les villes, dans les banlieues, qui n'ont pas de trottoirs protégés, qui sont dangereux pour les piétons. Ça n'encourage pas ça encourage le règne de l'automobile, mais pas le règne du transport durable. Fait que je reviens encore une fois à l'aménagement. Puis c'est drôle parce que je fais un autre pont, mais juste ce matin, il y a une étude néerlandaise qui a été publiée sur les véhicules électriques qui déconstruit plusieurs mythes qu'on attribuait à la voiture électrique en faisant part notamment à quel point certaines recherches avaient subventionné par l'industrie de l'automobile non électrique pour attribuer une vision un peu moins belle à l'auto électrique comme solution. Il y a différentes affaires. Je pense que
l'augmentation de la proportion d'auto électriques sur le marché est une option, mais ça ne réduit pas non plus que si tout le monde a une voiture électrique en transport individuel, on ne règle pas non plus le problème. On le repousse, on l'atténue un peu, mais ça ne règle pas le problème. Fait qu'il faut vraiment offrir des options de transport qui correspondent aux besoins des gens dans une mobilité active et durable. Merci. François? Je ne peux que souscrire. Puis il y a aussi le côté pratique, quand on change littéralement de paradigme, c'est d'avoir des incitatifs qui fait que ce soit simple, facile et agréable. Quand tu arrives à Genève, tu sors de l'avion, la première chose qu'on te met dans les mains, c'est un ticket, un billet de transport en commun où tu peux aller n'importe où, sans limite, pendant 4 heures. Alors déjà, ça fait, tu sais, Puis ensuite, tout le réseau de transport en commun de la Suisse, il est absolument extraordinaire. Tu n'as pas vraiment besoin d'une voiture en Suisse. Ma fille a vécu 3 ans là pour faire sa maîtrise. Elle avait un vélo et c'était extraordinaire à tout point de vue. C'était non seulement pratique et confortable de faire du vélo, mais c'était totalement sécuritaire, c'était très joli. Mais c'est comment la ville est faite. Puis là, j'en reviens au concept de ville européenne versus les villes américaines. La ville européenne, c'est la termitière, où tu as une répartition, une densification, mais sur plus large. La ville nord-américaine, c'est la fourmilière, où on part de très bas, puis on arrive très, très haut en plein milieu. Et moi, je pense que Montréal est une croisée de chemin où il essayer de tout mettre à la même place, puis là, c'est-à-dire le bas de la ville, puis c'est là qu'on se rend compte que ça donne des problèmes à pu finir en termes en termes de déplacement, en termes de force centrifuge vers le milieu. Donc, il y a beaucoup de solutions où on doit faire en sorte d'éviter un phénomène de nécrose urbaine. On parle souvent de l'étalement urbain. Oui, mais il faut aussi tenir compte de l'écœurement urbain et de pourquoi est-ce qu'il y a cet étalement-là, c'est-à-dire de faire en sorte que le séjour dans la ville où qu'on soit, ce ne soit pas des canyons de smog, que ce ne soit pas des usines à bruit, que ce ne soit pas des endroits où ça dérange continuellement au point de déménager parce qu'on ne dort pas la nuit, etc. Il y a moyen d'humaniser ces villes-là au lieu que ce soit simplement la préoccupation d'un promoteur qui va reconstruire une tour à condo sans aucun aménagement tout autour. Donc, l'autre chose aussi que je n'arrive pas à comprendre, moi, c'est on veut 5 nouvelles stations de métro et on nous dit que c'est 5 milliards pour les 5 stations. Mais là, ça fait 1 milliard de dollars la station à Montréal. Coudon, sont-ils faites en platine? Parce que actuellement, il y a un projet à Paris qui est tellement bien équipé en métro. Ils ont déjà, actuellement, au moment qu'on se parle, un prolongement d'au moins 30 nouvelles stations de métro par-dessus les quelques centaines qu'ils ont déjà. Puis ça leur coûte un quart de milliard et non pas 1 milliard par station. Donc, je pense qu'il faudra engager une compagnie parisienne pour venir faire le métro de Montréal. Parfait. Anthony, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On a vu tout à l'heure dans vos diapositives que 62 des automobiles à Québec étaient des VUS et des fourgonnettes, quand même, des gros véhicules grands consommateurs. Est-ce que vous avez au ministère de l'Environnement une stratégie pour diminuer la présence de ces véhicules-là ou l'engouement pour ces véhicules-là? Je ne sais pas si c'est le mandat du ministère de l'Environnement, peut-être plus le ministère des Transports, par rapport à tout ce qui est transport, véhicules, et ainsi de suite. Mais moi, je pense juste que, en entendant mes collègues parler depuis tout à l'heure, je pense qu'il suffit il y a un besoin de cohérence, en fait, entre les différentes actions, que ce soit une action du ministère du Transport, du ministère de l'Environnement. Si on n'est pas cohérent dans nos actions, qu'on accepte qu'il y a un condo qui pousse en plein milieu d'un centre-ville sans aménagement, mais que d'un autre côté, on dit qu'on veut développer un tramway, qu'on veut développer des nouvelles rames de métro, il y a un besoin de cohérence. Faudrait que l'ensemble des actions prises par les différents niveaux de paliers décisionnels, que ce soit au niveau de la ville, au niveau provincial, au niveau fédéral, que ça se dirige tout dans la même direction, parce que là, présentement, la cohérence n'est pas là, selon moi. Merci, Anthony. Du côté de Santé Canada, Mathieu? Pas grand-chose à rajouter. Mais pour la question des VUS, ce qui est un peu décourageant, c'est dans les bases de données de Statistique Canada, on voit clairement que les ventes de VUS, je pense que c'est le double des ventes de véhicules, je dirais, normales, à passagers, de taille normale. Alors, la tendance canadienne est vers des plus gros véhicules. Oui, ils sont plus économiques que les gros véhicules d'antan, mais demeure que ces véhicules-là sont plus polluants que des véhicules à passagers. Et je pense que la période de confinement a prouvé que les gens n'ont peut-être pas besoin de prendre leur voiture et de là des grosses voitures aussi souvent qu'ils pensaient.
J'espère que ça va être peut-être une leçon, là. J'espère que les données de trafic ne vont pas montrer que tout revient à la normale dans quelques mois. Et que peut-être un des bénéfices, ça va être que les gens vont utiliser moins leur véhicule et peut-être travailler plus de la maison. Je ne dis pas que j'aime ça travailler de la maison, mais si ça permet à certaines personnes de réduire leur consommation, de réduire la pollution, ça va être un gain à travers cette période difficile. Oui, tout à fait. Et j'ai fait allusion tout à l'heure, lors du dernier panel de la deuxième conférence, Dr Perron, qui était à ce moment-là à la direction de la santé publique de Montréal, disait que peut-être qu'il faudrait faire ce qu'on a fait pour le tabac et pour la lutte anti-tabac, c'est-à-dire comme il avait proposé d'interdire les annonces pour les VUS, de permettre les annonces pour les véhicules plus petits ou les véhicules électriques et toute une série là, de campagnes médiatiques là, pour informer la population là, des dangers de la pollution de l'air pour la santé. Écoutez, on est déjà rendu 11h50. Je vais clore le panel. Je remercie infiniment nos conférenciers, nos panélistes, nos participants aussi. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie nos partenaires, Santé Canada, entre autres, mais aussi l'INRS, le CRIC, SNC-Lavalin et Pyrogenesis. Vous le savez, on continue la semaine prochaine. On a un deuxième webinaire en matinée du 22 septembre qui portera sur la thématique politique, impact économique et aspect légal de la qualité de l'air. Et un troisième webinaire le 29 septembre qui clôturera le tout et qui portera sur les innovations et la gestion de la qualité de l'air. On a, et c'est peut-être un des seul bonheur de la COVID, c'est que maintenant, avec des conférences virtuelles, c'est beaucoup plus facile d'obtenir la présence de conférenciers et d'experts de renom. On l'a vu aujourd'hui et c'est vrai aussi pour les prochains webinaires. Alors, je vous invite à revenir avec nous pour poursuivre là, ces échanges et ce transfert de connaissances. Louis César, est-ce que notre président de l'APCAS, est-ce que tu avais le mot de la fin pour notre webinaire d'aujourd'hui? Merci à vous. Déjà, je pense que vu les quelques commentaires, c'était une matinée très appréciée. Donc, effectivement, Joanne l'a bien dit, rendez-vous la semaine prochaine à 9h et pas 9h30. Là, il y a des petits couacs dans notre programme, mais pour une nouvelle matinée d'échange sur des aspects plus économiques, politiques. Puis beaucoup de discussions qui ont été abordées aujourd'hui vont être complétées par les conférenciers qui vont être présents. Fait que ça va être une belle continuité dans tout ça. Fait que je vous remercie tous. Puis effectivement, je vais clore le premier webinaire et vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.